4 septembre 2025, vous êtes toujours sur les antennes de Savan TV dans votre quotidienne. Il s'agit de l'émission Bonjour le Faso. On vous retrouve avec ce réel plaisir en cette nouvelle journée. Aujourd'hui, comme d'habitude, il sera question d'information également. Nous aurons un invité sur ce plateau qui viendra nous parler d'une grande activité. Nous passerons au pain fait également la météo pour ces jours du 24 au 26 septembre 2025. Et nous reviendrons également dans la rubrique à la découverte 2 avec un deuxième témoignage, puisque depuis le lundi, nous sommes à pied d'œuvre pour vous montrer ce patrimoine culturel qui nous vient du Burkina Faso. Bonjour le Faso, acte 3, c'est parti, installez-vous confortablement. Nous vous invitons à suivre un deuxième extrait d'un témoignage sur la cour royale du Bougou et également le mont. Au pied du mont. Il a vu la verdure là, qui est bien. Il dit que, ah, là, moi, je vais rester ici. C'est ça qu'il a dit, Gargo. La chasse est finie. Lui ne bouge plus pour aller quelque part. Donc c'est pour cela, les trucs, on appelle ça quoi, les trucs là ont transformé le nom en Garango, les colons. Voilà. Donc sinon, le nom c'est Gargo. Et il est venu ici vers 1650. Il est resté. Il y avait des cousins comme les Samo et les Gourissi. Et ils se sont séparés. Les séparations, il y a eu un bruit. Et entre grand frère et petit frère. Le petit frère a attrapé son chien tué pour attendre le lendemain, aller demander pardon à son grand frère. Et le Gouringa s'est levé. Quelqu'un lui a dit, Gourin Agour, ici. Il faut ramasser courir. C'est ça qui est resté leur nom, Gourinsi. Il y a des interdits, ouais. Puisque souvent, nous les visiteurs, il ne faut pas aimer venir prendre un caillou là-bas pour choisir. Puisque d'ailleurs même, le 1er août, c'est le grand sacrifice même du mont. Le 1er août, tous ceux qui veulent venir l'implorer. Puisque Barça était sa soeur, quand il a dormi là-bas pendant tant de jours, il y a des gibiers sur le mont, mais il n'a pas tué. Et un jour en dormant, le mont s'est révélé à lui. Que oui, toi tu es venu à mes pieds. C'est un chasseur. Tu n'as jamais tué un de mes enfants. Mais moi, aujourd'hui, moi je vais te dire, je vais te protéger. Toi et tout, jusqu'aux descendants, jusqu'à... Oh là là, c'est pour cela, pardon, qu'ils font les sacrifices. Et beaucoup de personnes viennent demander. Il y a d'autres qui viennent demander de l'argent, d'autres qui viennent demander du travail, d'autres qui viennent demander femmes, d'autres qui viennent demander enfants. C'est d'Europe, même s'ils ne peuvent pas venir eux-mêmes, ils envoient des trucs, on demande pour eux. Voilà. Mais si tu demandes et que ça réussisse, il faut penser que vraiment, dans cette village, j'ai demandé ça. Si tu as promis coq, tu viens remercier avec coq. Si tu as promis bélier, tu viens remercier avec bélier. Si tu es venu promis avec chèvre, tu reviens avec ça. C'est tout. Et puis c'est chaque année. Mais si ça te réussit vite, il y a un coin derrière la cour là pour les remerciements. Voilà. Ça veut dire que c'est une lignée qui part avec le monde. C'est à l'instant cet extrait du témoignage de M. Serge Somketa Bambara, guide du Mont Boulgou. D'ailleurs, nous vous recommandons de faire un tour afin de visiter ce mont-là qui regorge de beaucoup de culture et beaucoup de richesses. Alors, pour le site également qui se lance d'ici là, c'est une occasion pour vous de visiter ces différents sites touristiques pour le plaisir de notre nation. Pour la prochaine articulation, c'est la revue. Bienvenue dans la revue de presse de l'émission Bonjour le Faso et nous commençons avec Sidoaya qui titre
La grand-messe qui donne satisfaction. Mercure, la CPI sur le grill. Amélioration des conditions de vie des femmes. Le Burkina réitère son engagement. Relations Afrique-Europe. Le changement est indispensable, cite le Premier ministre. Quant au quotidien, retrait de la CPI, des citoyens de l'AES saluent cette décision courageuse. L'ONAB, un technicien bâtiment, décroche plus de 33 millions de francs CFA. Leadership africain. Pour le changement, les grands chantiers du gouvernement burkinabé mis en lumière. Pour poursuivre toujours dans la revue de presse, cette fois-ci avec Le Pays. Gros lot de la Lonabé, après 27 ans de jeu, Siaka Traoré décroche 33 116 000 francs CFA. Révélation, temps larguin, un client poignardé à mort pour une affaire de 400 francs CFA. Collecte de fonds et placements illégaux, la mise en garde du ministère des Finances. Alimentation et sommeil, conseil diététique pour bien dormir. Engagement patriotique et participation citoyenne, nous sommes sur le bon chemin, selon le ministre de la Justice et d'Assaut, Rodrigue Bayala. Résistance sanitaire et sécuritaire à Diapaga, les soignants au front de la crise. Actu Sport, Ballon d'Or 2025. Ashraf Hakimi, 6e, 1 giga manque de respect qui ne passe pas. Et pour poursuivre cette fois-ci à la une de l'Obs, la sécurité digitale, un impératif économique. Gain PMUB, un technicien en bâtiment, croule sous 33 briques. Rentrée des classes, une alimentation saine et équilibrée, facteur de réussite scolaire. Lire carnet de santé à la page 6. Ballon d'Or 2025. Une année d'embelléenne. Référendum constitutionnel en Guinée. Une adoption qui vaut déjà plébiscite pour le général Doumbouya. Pour terminer, on se penche sur le journal Aujourd'hui au Faso. Départ du Burkina Faso, Mali-Niger de la CPI, une cour pénale sahélienne, pourquoi pas? 90% de oui massif au référendum constitutionnel en Guinée. Que fera le géant général de ce plébiscite à sa hauteur? Rim Talba au 7e ECAM à New York. L'Europe doit changer son logiciel. Protection des données à caractère personnel. Les membres du conseil du cabinet du MICA à l'école de la CIL. Collecte illégale de fonds. Le gouvernement alerte et met en garde. Côte d'Ivoire, le représentant de l'ONU rencontre la CEU. Démission du président de l'Assemblée nationale en RDC. Est-ce parce que souvent Vital Kamerhe varie? L'ONAB, un technicien bâtiment décroche plus de 33 millions de francs CFA au PMUB. Trump sur la tribune de l'ONU, discours décomplexé et sans filtre. Mesdames et messieurs, c'était là donc la revue de presse avec les quotidiens de ce jour 24 septembre 2025. Une virgule et on reçoit notre invité Ali Doukoumi pour parler du forum des acteurs de la paix. À cette pause, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. Comme annoncé, notre invité est bel et bien présent. Il s'agit de M. Ali Doukoumi. Il est membre du comité d'organisation du Forum des acteurs de la paix. Une première édition qui s'annonce à petits pas, mais à pas de géant également, puisque de nombreuses activités vont meubler la présente édition. Avec lui, il sera question d'aborder le contenu de cette activité et également donner des informations capitales pour ces personnes qui nous suivent en ce moment. Monsieur Ali Doukoumi, bienvenue dans Bonjour le Faso. Merci et bonjour. Merci. On parle du Forum des acteurs de la paix. D'entrée de jeu, je m'en vais vous poser cette question. Qu'entend-on par le Forum des acteurs de la paix? Le Forum des acteurs de la paix, c'est une initiative
du Centre culturel islamique du Burkina. C'est ce centre qui organise euh, cette Première édition, dites-nous qu'est-ce qui a bien poussé le centre culturel à mener la réflexion et à mettre en place une telle activité. On voit un mot-clé qui s'y trouve, la paix. Ce n'est pas anodin, mais vous êtes mieux placé pour nous donner des explications. Bon, le centre a organisé ce forum pour permettre aux acteurs au niveau national, au niveau de l'administration publique, des coutumiers, des religieux et d'autres personnes ressources d'échanger et de faire des messages de paix à l'endroit de la jeunesse, surtout sur les réseaux sociaux, afin que, afin que la paix revienne au Burkina Faso et qu'on travaille à instaurer la paix pour tout le monde. Faire passer des messages de paix, travailler à instaurer la paix pour tout le monde. Monsieur Ali Loukoumi est toujours avec nous pour cette année, d'ailleurs pour la première édition. Elle va se tenir du 24 au 26 septembre 2025. Plusieurs activités vont tourner autour de la présente édition. Et de ce pas, on va égrener les différentes activités et on aura bien sûr des tables rondes et d'autres activités. Expliquez-nous un peu. Et il est prévu une cérémonie d'ouverture qui se tiendra à l'hôtel Wendy Yede à Dassasgo. Ensuite, il y aura des panels, des échanges au niveau de ce centre durant ces 3 jours. Et ce qui est prévu également, c'est une nuit culturelle pour célébrer ensemble avec la population la paix qui serait organisée au niveau de l'espace de la mairie de Bogodogo à partir de 20h le jeudi 25 septembre 2025. Okay. Alors, Monsieur Komi, vous avez parlé de table ronde, d'ateliers et bien sûr des témoignages. À propos, comment avez-vous choisi ces personnes qui seront devant la scène pour passer ces messages-là? Parce que j'ai cru entendre que vous avez cité les musulmans, les coutumiers et bien sûr les religieux dans leur ensemble. Alors, comment s'est opéré le choix là? Bon, le choix s'est fait en fonction des porteurs de messages de paix dans l'ensemble des communautés religieuses. Si je dis religieuses, il y a les musulmans, les catholiques, les protestants, également les coutumiers, l'ensemble des personnes qui ont des initiatives de paix au Burkina Faso et également dans l'administration publique qui œuvrent à instaurer la paix au Burkina. Ce sont ces personnes qu'on a ciblées avec des personnes ressources afin de faire des échanges, de faire des messages de paix à l'endroit de tout le monde, de la jeunesse du Burkina Faso, afin que chacun prend l'initiative de se discipliner dans ses messages, dans ses interventions, afin qu'on retrouve la paix tant attendue au Burkina Faso. Merci à vous, Monsieur Komi. Et pour cette première édition, vous avez choisi un thème, Ensemble pour la paix, acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina Faso. Essayons d'éclater un tant soit peu ce thème-là pour plus de compréhension, parce que c'est un porteur de message et on s'adresse à vous, Monsieur Ali Doukoumi. Si on dit ensemble pour la paix, ça tout le monde, ceux qui interviennent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des messages devant les télés ou également au niveau des radios qu'on appelle tous à un vivre ensemble au Burkina Faso, une cohésion sociale pour tous et qu'on prenne en compte l'ensemble des populations à vivre ensemble dans le pays. Les acteurs, les initiatives pour les communautés, une résilience. Burkina traverse une période difficile. C'est dans ça que tout un chacun, en fonction de
de là où il est ou des conditions qu'il vit, qu'il prenne l'initiative de mener la paix pour l'ensemble de toutes les communautés au Burkina Faso. Voilà qui est bien clair, un thème éclaté un tant soit peu sur le plateau et pour les activités lors des ateliers et des tables rondes, vous aurez de plus amples informations avec les personnes ressources acquises à leur cause pour passer des messages de paix, pour que nous puissions parler d'un même langage, celui de la paix, de la cohésion sociale et également de l'unité. Et nous allons aborder un aspect non moins important de cette première édition. Il s'agit de la soirée culturelle. Vous avez également décidé de joindre la culture à la cohésion. Ça fait un grand ensemble et on va aborder le contenu de la soirée culturelle. Qu'est-ce que nous aurons concrètement? Au niveau de la soirée culturelle, c'est inviter toute la population à sortir massivement. On aura des messages de paix à l'endroit de tout le monde. Et également, il y aura des prestations des artistes tels que le maître du Tak Borsé, également le grand guitariste de l'armée, David Solo, qui va intervenir, et également Blackface qui va intervenir et d'autres cantateurs musulmans et auto-religions qui vont intervenir pour cette soirée. Alors, un cocktail d'artistes servi sur un plateau d'or au cours de la soirée culturelle entre dans le cadre du forum des acteurs de la paix. Ahmed Smani sera de la partie, David Solo avec sa guitare solo, sans oublier Black First et beaucoup d'autres artistes. Pour cette soirée également, des messages de paix seront à l'honneur et on va demander la situation géographique de là où va se tenir cette soirée, tout en demandant à notre invité de bien mettre son badge en mode vision. Ça témoigne du sérieux qui se fait dans cette activité-là. Alors, Monsieur Komi, où est-ce que ça va se tenir la soirée culturelle? La soirée culturelle se tiendra au niveau de l'espace de la mairie de Bogodogo, non loin de Siao, à partir de 20h, demain jeudi, 25 septembre 2025. Et les modalités de participation, vu qu'il y a un plateau artistique qui sera servi, on a déboursé une quelconque somme pour y participer, ou bien si c'est pour la paix, c'est gratuit. La paix, c'est gratuit. On invite la population à sortir massivement. C'est gratuit. C'est un espace ouvert à tout le monde. On demande la sortie de beaucoup de personnes pour la participation. Ok. Alors, M. Komi invite toute la population ouagalaise à se converger vers ce site-là, l'espace de la mairie de Bordeaux, demain jeudi 25 septembre 2025 sous le coup de 20h pour participer à la soirée culturelle du Forum des acteurs de la paix, des prestations artistiques, une diffusion de messages de paix sur place. Et c'est sûr qu'à la fin de cette soirée, chacun pourra avoir un plus quant à la culture de la paix. Monsieur Alidjo Komi, sûrement que pour cette édition, des personnes bien soucieuses de la paix au Faso ont voulu vous accompagner. C'est l'occasion d'ailleurs de les remercier pour ce choix affiché à l'endroit de la paix. Nous remercions les partenaires techniques, le ministère de la Culture qui nous accompagne, le ministère de la Sécurité qui nous accompagne, et également l'IRCB qui nous accompagne, également d'autres religieux qui nous accompagnent dans ce sens, les chefs coutumiers qui nous accompagnent et bien d'autres personnes ressources, et personnes techniques et financières qui nous accompagnent dans cette activité. Nous les disons tous merci, merci, merci. Rappel des différentes dates du 24 au 26, c'est bien cela, pour la durée totale du forum. Et on va rappeler le lieu
de ces différentes activités, y compris les tables rondes, les ateliers. Et on revient pour un rappel sur la soirée culturelle. Monsieur Komi. La cérémonie d'ouverture était prévue pour la journée de mercredi 24 septembre 2025 à partir de 9 h à l'hôtel Wendigide, non loin de l'échangeur de l'Est. Les ateliers, les panels, les tables rondes vont se tenir au niveau de cet hôtel et également la soirée culturelle est prévue au niveau de l'espace de la mairie de Bogodogo, non loin de Siao. Donc, des activités à ne rater sous aucun prétexte, vu que c'est la paix qui est au devant de la scène. La paix est notre dénominateur commun. Rejoignez-les pour la première édition du Forum des acteurs de la paix avec plusieurs activités. Vous ne serez point déçus demain déjà sur l'espace de la mairie de Bordeaux. Vivez la soirée culturelle, vous allez le vivre, ces instants magiques avec le géniteur du concept Takbolsé. J'ai nommé Ahmed Smani qui va vous faire revivre son répertoire musical et David Solo qui viendra avec sa guitare solo à 6 cordes pour vous émerveiller musicalement avec son instrument de prédilection, sans oublier Black First et plein d'autres artistes. Il est à noter également que des artistes de toute tendance confessionnels seront là. C'est très important, n'est-ce pas? Oui. C'est pas uniquement des artistes des artistes à connotance musulmane. Hein. Non. Ok. Non, tout le monde est invité. Il y aura d'autres prestations, des religieux, il y a musulmans, chrétiens et traditionnels qui vont prester. Également. C'est bien noté. D'ailleurs, on va vous recommander notre artiste maison, Alafounou Bonkongu, qui est un artiste, on ne dira pas en herbe, voilà, mais qui essaie de faire de son mieux pour se mettre dans la sphère musicale burkinabé avec une sortie de single. Il prépare également d'autres sorties. Toutefois, si vous avez besoin de lui, prenez attache avec le réalisateur maison, voilà, Noufou Bonkongu. Point final pour cela, et on va vous demander d'essayer un contact, c'est très important pour des informations complémentaires. Bon, pour les informations complémentaires, on peut se référer au numéro de téléphone 76 17 71 50 et le 70 12 19 37. Ok, donc on va le prendre ça avec 76 17 71 50 et 70 12 19 37. 37. Deux numéros sur lesquels vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations pour la première édition du Forum des acteurs de la paix, le 76 17 71 50, également le 70 12 19 37. Merci à vous, Monsieur Alidou Komi, pour votre présence sur le plateau. Ça contribue un tant soit peu à changer les mentalités pour converger universellement vers la paix ici au Faso. Comme l'avait dit Nana Boyi, la paix n'est pas un mot, c'est plutôt un comportement. Adoptons ce comportement chaque jour pour notre pays, le Burkina Faso. Bonne célébration, bonne activité. Merci. On va se retrouver très prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah. On respire un peu avant de revenir sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. À présent, nous recevons notre invité du jour. Il s'agit de M. Amadé Adama Soro, journaliste spécialiste des questions internationales. Aujourd'hui, l'entretien sera meublé par l'actualité en France. M. Soro, bonjour. Bonjour Francis. Comment vous allez? Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, la France vit au rythme de manifestations et de crises à n'en point finir. Pourquoi cette situation perdure? Oui, Francis, je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement au niveau de la France, il faut faire un flashback dans le dispositif institutionnel français pour savoir d'où, effectivement, tire ses origines cette crise. Il faut donc dire que l'État français est un État très centralisé
Ce qui fait que le plus souvent, il y a des situations qui font que le citoyen ne sent pas que ses préoccupations sont prises en compte. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'attelage même de la Ve République. Vous savez très bien qu'au niveau de la Quatrième République, les partis politiques avaient pion sur rue, pouvaient effectivement faire et défaire le gouvernement. C'est pourquoi le général de Gaulle avait donc souhaité qu'il y ait un système qui permet effectivement à l'État de s'imposer aux partis politiques. Donc c'est la raison pour laquelle le passage donc, a été fait vers la Ve République. Parce que avec le jeu des partis politiques, il peut être, on peut constater un blocage du fonctionnement normal des institutions. Donc c'est pourquoi alors, il a opté pour la Ve République, qui, malgré le fait qu'il y a une démocratie représentative, mais il reste toujours un pouvoir concentré. Et il y a également l'affaiblissement des partis politiques traditionnels. Vous savez très bien que depuis un certain temps, depuis les années 80, on a senti effectivement qu'il y a un affaiblissement des partis politiques, parce qu'en France, quand on parle élection, on voit la droite et la gauche. Mais depuis l'arrivée donc au pouvoir du président Emmanuel Macron, d'abord, il s'est porté comme quelqu'un qui s'était affranchi de ces clivages gauche-droite en lançant son mouvement en marche, parce que les Français étaient quand même découragés par les querelles intestines entre les partis politiques, souvent qui prend en otage la vie publique même française. Donc le fait qu'il y a cet affaiblissement des partis politiques traditionnels là, donc ça crée ce qu'on appelle une fragmentation du jeu politique. Vous avez des pouvoirs, des partis qui sont au pouvoir, mais qui ne disposent pas d'une grande majorité pour gouverner. Résultat de course, vous avez des gouvernants qui sont chaque fois mis en difficulté au niveau donc, de l'Assemblée. Donc c'est cet affaiblissement des partis politiques traditionnels là qui a aussi conduit à cette crise là. Il y a également d'autres raisons, d'autres causes, notamment des causes économiques et sociales, avec le chômage, voilà, qui devenait un phénomène au niveau donc de la France, avec aussi la précarité. De plus en plus, les ménages ont des difficultés à joindre les deux bouts. Vous avez certainement suivi les images. Hein? Voilà, il y a différentes manifestations parce que la vie devient tout à fait de plus en plus chère au niveau de la France. Et cette crise économique et sociale-là a également conduit à une certaine inégalité sociale et territoriale. Vous allez voir que toutes les villes françaises ne sont pas logées dans la même enseigne. Vous prenez des grandes métropoles comme Lyon, comme Bordeaux, comme Paris, etc. Ça n'a rien à voir avec les petites villes, les petits villages, etc. Où souvent il y a même, on a même souvent un manque criard des besoins essentiels. Celui qui a pu donc visiter la France, c'est que toutes les villes ne sont pas logées dans la même enseigne. N'en parlons pas des régions d'outre-mer, voilà, qui ne sont pas donc au niveau de la métropole, qui ont des difficultés effectivement. Et il y a aussi des facteurs culturels, et identitaires. Vous savez certainement suivez forcément cette crise de confiance envers les élites, parce qu'on estime que voilà, les élites n'en font qu'à leur tête, et que finalement elles ne prennent pas en compte les préoccupations essentielles de la population française. Il y a aussi le débat sur l'immigration, qui est devenu un sujet central, qui revient dans toutes les différentes échéances électorales, à tel point qu'il y a même des partis, des politiciens qui lancent même des pétitions pour qu'il y ait un référendum sur l'immigration. Et quand on parle de l'immigration, il y a forcément un autre sujet connexe, notamment la question identitaire, parce que il y a des tenants d'une grande théorie selon laquelle alors la France fait face à un grand remplacement, où les Français de souche seront donc remplacés par les immigrés. Donc ce qui polarise en fait le débat. Et il y a plusieurs facteurs, nous sommes en train donc de résumer. Peut-être le dernier aspect aussi, c'est l'aspect international, avec la crise en Ukraine, le conflit russo-ukrainien, le conflit au Moyen-Orient, mais surtout la perte de l'influence française en Afrique et singulièrement dans le pays de l'AES, au Sahel. Cette perte d'influence française là a beaucoup contribué à
mettre à nu les carences du système français. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire comme origine de la crise actuelle. Des choses à retenir avec vous, Monsieur Soro, vous l'avez cité, la perte de l'influence française ici en Afrique, sans oublier les facteurs culturels identitaires, que c'était également l'affaiblissement des partis politiques traditionnels. En tout cas, tout un lot de causes qui nous conduisent à la situation qu'on vit présentement en France. On reste toujours avec vous. Pour certains observateurs, il faut rechercher les vraies causes de cette crise politique dans le système politique français. Votre analyse? Tout à fait. Cela veut simplement dire que depuis un certain temps, depuis François Hollande, on a constaté que les électeurs français votent par exemple à gauche. C'est-à-dire que lors des différentes échéances électorales, on voit que la majorité, même si elle n'est pas absolue, elle est relative, se dégage en faveur de certains partis, notamment le Front, dans le Rassemblement National, la France Insoumise, etc. Mais au moment de composer le gouvernement, vous allez voir que le président va piocher dans les élites de la droite, ceux qui ont perdu en fait les élections. On a vu ça avec les législatives, on a vu aussi avec n'est-ce pas, les européennes, et surtout la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était une mesure qui avait été prise pour retrouver la majorité donc du parti d'Emmanuel Macron. Malheureusement, alors il s'est enfoncé encore dans sa chute représentative de la population française. Ce qui fait que voilà, on a des dirigeants qui ont du mal à faire passer les réformes pour lesquelles ils sont élus. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le recours à la loi 49.3. C'est une disposition constitutionnelle qui permet au gouvernement donc de ne pas convoquer un débat à l'Assemblée, parce que il sait que si le sujet ou bien les dossiers arrivent au niveau de l'Assemblée, alors il peut ne pas être voté. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est le temps donc je pense que c'est le premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré, qui avait eu recours effectivement à cette disposition-là qui permet au gouvernement de ne pas être humilié, entre guillemets, à l'Assemblée. Et finalement, le recours excessif à cette loi 49.3 là a fini par installer une certaine méfiance donc au sein de la population française, parce que vous ne pouvez pas dire que vous gouvernez au nom des populations, et que s'il y a un sujet, notamment par exemple la question de la réforme des retraites, par exemple, on a vu qu'on a contourné l'Assemblée, et notamment lors comment on appelle ça, de la primature d'Elisabeth Borne, qui savait qu'effectivement, alors cette loi ne pouvait pas passer à l'Assemblée. Donc, on a contourné l'Assemblée pour effectivement avoir recours à la loi 49.3. Et ça, c'est certains observateurs trouvent que c'est une démarche antidémocratique. Parce que si vous représentez alors, les peuples, les populations, vous ne devrez pas avoir peur de ce débat d'idées. Alors, M. Amadé Soro, au vu de ce que vous venez de dire, on peut pressentir que la démocratie souffre en son fort intérieur en France, mais malgré cela, la France s'érige en donneuse de leçons de démocratie au monde entier. Alors, alors qu'elle n'est même pas le bon exemple, voilà, de façon survolée, votre réaction? Oui, c'est pas le seul à faire ce constat. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, le vice-président américain J.D. Vance, qui était en tournée, n'est-ce pas, européenne, lors d'une rencontre en Allemagne, a effectivement pointé du doigt l'absence de la démocratie en Europe. Il a dit grosso modo que les élites européennes ne font plus confiance à la démocratie et que ces élites-là gouvernent donc leur population, leur peuple en dehors de tout processus démocratique, parce que il y a même eu des votes, des élections où le parti donc de la droite dans certains pays européens est arrivé donc à la tête après donc le premier tour, mais on a trouvé que c'était pas le bon candidat.
Donc qu'est-ce qu'on a simplement demandé, c'est qu'on reprenne les élections. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui même, ces politiciens européens ne font pas le jeu, ne font pas le véritable jeu de la démocratie. Or, comme vous l'avez dit, chaque fois qu'il y a un changement anticonstitutionnel, anti-guillemets, dans certains pays, notamment en Afrique, c'est la France que vous allez donc entendre monter sur ses grands chevaux pour demander à ce qu'il y ait des élections, demander à ce qu'il y ait le respect donc des urnes, de la vérité des urnes, le respect donc du suffrage universel, alors que dans leur propre pays, alors ce n'est pas le cas. C'est ce qui a été donc relevé par le vice-président américain, qui a effectivement suscité un tollé, en tout cas une certaine crise de confiance entre les deux rives de l'Atlantique, parce que effectivement la démocratie suppose que vous mettez, n'est-ce pas, la volonté des citoyens devant toute volonté. Et que, par exemple, si vous voyez lors du premier mandat du président Emmanuel Macron, vous avez certainement vu les manifestations monstres, grandioses des gilets jaunes. Et il y avait eu même des tués, des éborgnés, etc. Mais il est resté sur sa position et il n'a pas donc démissionné. Ça aurait été un autre dirigeant qui prend en compte les aspirations profondes des populations. Alors il aurait tiré donc les conséquences de ce désamour-là et puis prendre donc des mesures adéquates. Ça n'a pas été le cas. Et dans le second mandat aussi, on a vu ces différentes manifestations il n'y a pas très longtemps. On a vu le mouvement Bloquons Tout, mouvement donc de contestation contre l'austérité. Tout ça, ça montre que la démocratie, pour ne pas paraphraser quelqu'un, est une grosse arnaque parce que on verrouille le système, on donne l'impression à la population, au peuple, qu'il décide, mais en réalité, le système est vicié, est verrouillé, donc dès le départ. Et c'est une opération mécanique seulement à laquelle donc les gens se livrent, mais en réalité, le jeu est déjà verrouillé. Et ça a mené certains observateurs donc à faire un parallèle entre le système chinois et le système occidental. C'est quoi le système chinois? Dans le système chinois, on ne peut pas changer de parti politique, mais on peut changer de politique. Mais dans le système occidental, on peut changer de parti politique, mais on ne peut pas changer de politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système chinois, l'économie, c'est-à-dire que l'économie du marché, les grands opérateurs économiques, leur pouvoir est soumis au pouvoir politique. Quel que soit ce que vous êtes en Chine, vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, au-delà de ce que le Parti communiste chinois veut. Parce que c'est le Parti communiste chinois qui est le parti État qui implémente, n'est-ce pas, le programme de développement, le programme, les grandes orientations du pays. Et si vous regardez la Chine, le véritable bon économique, politique, social qui a été celui donc de la Chine, vous vous rendez compte qu'on a changé beaucoup de politique, même si le parti politique reste le même. Mais vous allez prendre l'autre exemple au niveau donc de l'Europe. Chaque fois, voilà, il y a ce changement mécanique, n'est-ce pas, cette alternance des façades, mais les fondamentaux de la politique restent. Ça veut dire que là-bas, la politique est soumise à l'économie. Ça veut dire que ce sont les grands opérateurs économiques, les maillons donc de l'économie occidentaux qui gèrent en fait la politique. Vous allez voir que, prenons un exemple, avec Donald Trump, voilà, pour qui nous avons une certaine admiration, il dit que il voulait en fait, il allait régler le problème de l'Ukraine en 24 heures, une fois arrivé à la Maison Blanche. Mais depuis qu'il est arrivé, il n'a pas pu régler ce problème parce que il s'est rendu compte qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits et qu'il y a ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel aux États-Unis et qui a financé la guerre en fait en Ukraine. Alors quand on finance une guerre, on s'attend à des retombées, le retour des ascenseurs. Donc ce qui fait qu'en réalité, il a la volonté politique certes, mais il y a tellement de situations, donc de contingences qui font qu'il ne peut pas effectivement taper du poing sur la table pour dire maintenant ce sont donc les sociétés. C'est pourquoi certains observateurs ont bien analysé la rencontre qui a eu lieu entre Donald Trump et le président Vladimir Poutine pour dire en réalité c'est une rencontre qui a été initiée
pour le départage, pour partager en fait, n'est-ce pas, le gâteau ukrainien. C'est, comment on appelle ça, c'est cynique de le dire, mais c'est ainsi. En fait, vous savez que la géopolitique et les relations internationales, il n'y a pas de sentiments. Alors donc celui qui perd son territoire perd aussi les avantages liés à cela. Donc cette crise d'abord devait être, tant que le système va rester ainsi, alors vous allez changer de président dans le monde occidental, mais véritablement il va être difficile de pouvoir changer fondamentalement les règles du jeu démocratique. Alors, M. Soro, on reste toujours avec vous. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Est-ce qu'on peut s'imaginer un tant soit peu ce scénario-là, qu'un jour en France, on dise qu'il y a eu un coup de force? Ils aiment la démocratie, c'est vrai, mais certains sondages également, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, disent que des gens ont un penchant pour des systèmes qui sont souvent qualifiés par la métropole comme des systèmes dictatoriaux. Votre analyse? Bon, il ne faut jamais dire jamais, et même si dans le cas français, il serait donc difficile de penser à un coup de force, genre un coup d'État, comme on le voit ailleurs, mais il peut y avoir une insurrection, hein, voilà. Et certains analystes même disent que ce qu'on a observé ces 2 derniers jours n'est pas loin d'une insurrection. Vous avez eu, quand on a fait le dernier sondage, il y a moins de 10%, hein, pour ne pas dire oui, l'autre de 15%, et ceux qui sont en tout cas d'avis favorable pour le président Emmanuel Macron. Et c'est vrai, le système français est tellement bien assis qu'on va, la population ne va pas accepter que l'armée puisse s'ingérer ou en tout cas faire une intervention dans le jeu politique actuel. Même si certains analystes aussi pensent que la France est bien partie pour sa tiers mondialisation, c'est-à-dire faire en sorte que voilà les tares, voilà qu'elle souvent elle reproche à certains pays du tiers monde, elle-même elle commence à vivre ces tares là. Actuellement c'est le cas dans le domaine politique, c'est le cas dans le domaine économique où beaucoup donc chaque année, pour ne pas dire chaque mois, il y a des entreprises qui ferment et la dette française est exponentielle depuis que Macron est arrivé au pouvoir. Il a multiplié la dette de la France en 7 ans, plus de 2 fois qu'en 14 ans de François Mitterrand par exemple. Donc cela veut donc dire qu'il y a un grand souci, mais comme je l'ai dit aussi, hein, en parlant même des causes de la crise là, j'ai oublié d'évoquer le fait que les pays européens, notamment les pays membres de l'Union européenne, ne décident plus de leur politique. C'est Bruxelles qui décide de tout. Ça veut dire que vous avez des dirigeants que vous mettez au pouvoir, mais en réalité, ils prennent les instructions au niveau donc de Bruxelles, de l'Union européenne. Voilà, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, c'est comme je venais de le dire, vous pouvez changer des partis politiques, vous pouvez changer des présidents, mais fondamentalement, vous ne pouvez pas changer en fait, puis c'est un système qui est mis en place. D'autres même vont très loin pour dire que cette même Union européenne là, est une construction américaine. C'est les États-Unis qui ont construit l'Union européenne pour pouvoir avoir la même mise. Parce que si vous mettez les pays ensemble, c'est plus facile d'avoir la même mise. Et prenez l'exemple de la CEDEAO ici. Voilà, vous voyez que souvent la CEDEAO prend des mesures contre les pays membres de cette même organisation. Vous ne pouvez pas comprendre comment une organisation africaine va prendre des mesures coercitives, des mesures inhumaines, illégitimes, illégales, contre leurs propres frères, parce que les décisions ne viennent pas effectivement de la même CEDEAO. Vous vous souvenez, lors du deuxième coup d'État qui a eu lieu donc au Mali, on a entendu le président français dire publiquement qu'il allait appeler le président de la CEDEAO, qui était donc l'ancien président ghanéen, Nana Akufo, donc qui disait qu'il allait donc appeler le président ghanéen pour prendre des sanctions contre le Mali. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle situation? Donc, c'est pour indiquer souvent les regroupements ou les grands ensembles, c'est bien dans un monde de plus en plus multipolaire. Les micro-États n'ont pas un grand avenir, mais souvent aussi certaines organisations, certains grands ensembles sont téléguidés par des forces par des forces externes qui ont effectivement intérêt à ce qu'on puisse mettre tous les pays ensemble. Comme ça, quand on va porter le coup, ce serait un coup unique.
En tout cas, souvent téléguidé ou tiré par les ficelles, là, on retient cela avec vous, monsieur Adama Amadé Soro, journaliste et spécialiste des questions internationales. On n'est pas dans le secret des dieux pour tout savoir, mais on peut se tenter de vous poser cette question. Alors, que peut être la suite des événements après la nomination d'un nouveau Premier ministre en France? C'est vrai que Sébastien Lecornu n'a pas encore formé son cabinet, son gouvernement, puisque actuellement, c'est l'étape des concertations avec les principales forces politiques en France. Mais on se rend compte déjà qu'il a commencé à vouloir baisser un peu la température en renonçant à la suppression des jours fériés qui avaient été décidés, qui avaient été donc proposés par son prédécesseur, François Bayrou. Et il a également pris une autre décision, celle qui consiste à s'attaquer aux avantages des anciens premiers ministres, peut-être dans une posture électoraliste, mais ce qui est sûr, ça a contribué pour l'instant à calmer un peu le thermomètre au niveau de faire baisser donc la tension, la fièvre au niveau de la politique française. Mais on attend donc à la formation du gouvernement, puisque si l'attelage donc du gouvernement Lecornu ne convainc pas les Français, ils vont encore descendre dans la rue pour exiger effectivement qu'on mette fin à cette austérité et que finalement on puisse donner, n'est-ce pas, la parole aux Français. Et certaines personnes disent que est-ce que alors il va démissionner, ce qui est tout à fait improbable vu déjà les déclarations même du président Macron qui disait qu'il a été élu pour 5 ans, donc il ne va pas aller avant les 5 ans. Or, on peut également aller vers une destitution. Il y a déjà la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui effectivement a fait savoir qu'il allait aller dans ce sens, quitte maintenant à voir est-ce qu'il pourra avoir le soutien du Rassemblement national, des Républicains et les autres partis donc affiliés à l'Assemblée. Ça aussi c'est un autre débat. Comme je l'ai dit, on va donc attendre la formation donc, du gouvernement Lecornu pour voir si la tension va continuer à baisser ou bien il va poser des actes qui vont encore faire sortir la France. Alors, M. Soro, avant de vous laisser partir, une question qui me taraude un peu l'esprit avec le président Emmanuel Macron. N'est-ce pas le mandat de trop qui a poussé également cette situation? Il aurait pu faire un seul mandat et puis passer le témoin de l'autre personne. Est-ce que mandat de trop, puisqu'il est toujours dans son deuxième mandat, qui est légal au niveau de la France, c'est pas un mandat de trop, puisqu'il n'a pas allé au-delà de 2 mandats. Là, un seul mandat suffisait seulement pour... comme François Hollande, par exemple. Bon, c'est un choix. C'est un choix qu'il n'a pas fait. Et vous vous souvenez, hein, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, on a vu l'enthousiasme, l'engouement, et tout ça, puisque, comme je l'ai dit, c'était aussi le Mozart de la finance, c'était un homme intelligent qui n'a pas connu la France-Afrique. Mais on s'est rendu compte que c'est le pire président français, pour les Français, mais pour les Africains, en tout cas, c'est le meilleur président, puisqu'il nous a permis donc de nous libérer et de comprendre certaines choses, en fait. Voilà, avant, on nous miroitait l'aide au développement, on disait que nos pays vivaient donc sous perfusion et si on nous déconnectait donc de cette aide internationale, on allait suffoquer, on allait disparaître. Ça fait plus de 3 ans qu'on nous a coupé cette aide internationale, mais le Burkina, le Mali, le Niger restent debout. Et au contraire même, alors les statistiques, les prévisions font état donc du fait que voilà, ces pays-là ont une bonne santé économique enviable. Et ça, donc c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Si vous êtes un État, essayez de mettre tous les facteurs, toutes les garanties de succès à votre côté et soyez courageux. Et c'est la seule manière pour vous de vous affirmer en tant qu'État et de travailler aussi pour le bonheur de vos populations.
Point final pour la chronique invité du jour de l'émission Bonjour le Faso. Nous disons merci à El Hadj Amadé Adamasoro, journaliste spécialiste des questions internationales ici à Savane Média. On reste ensemble pour la suite de l'émission. On vous propose une autre capsule de Awaga avant de revenir sur le plateau pour la suite de l'émission. Suivons plutôt. À l'instant, on vous proposait notre entretien avec El Hadj Amadé Soro, entrant dans le cadre de la politique française, entretien au cours duquel il a pu donner des éléments de réponse par rapport à certaines questions. C'est d'ailleurs avec cet élément que nous prenons congé de vous. C'est tout pour cette émission du jour. Mais avant d'y arriver, un petit rappel historique pour la date du 24 septembre d'une quelconque année. Précisément en 911, le 24 septembre 911, eut lieu la naissance de l'État allemand. Toujours la date du 24 septembre, cette fois-ci, en 1724, la création de la Bourse de Paris. Nous avons également le 24 septembre 2015, où a eu lieu une bousculade mortelle à la Mecque. 24 septembre également, c'est la journée mondiale des sourds. D'autres disent également la journée mondiale de la surdité. Prenez-en bonne note, on lève l'ancre, on met les voiles, cap sur demain pour le 4e numéro de Bonjour le Faso, toujours sur les antennes de Savane TV. Excellente journée à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur Savane TV.